Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Cécile de Normandie. Bonjour, bienvenue. Vous Bonjour. êtes la déléguée générale de PE, Entreprise pour l'environnement. C'est quoi EPE? Ça existe depuis combien de temps? Qui vous représentez? Alors, EPE, c'est une association qui rassemble une soixantaine de grandes entreprises françaises Mhm. qui sont engagées sur les sujets de l'environnement. C'est une association qui existe depuis 1992, donc le sommet de la Terre à Rio, Ouais. qui à l'époque avait généré évidemment des réactions dans le monde privé et avait conduit à la création d'entreprises pour l'environnement. Donc nous, on rassemble ces grandes entreprises. C'est les grands groupes, hein, vraiment, Donc c'est les plus c'est les grandes grands groupes. entreprises. Ouais. Il y a à peu près 70% du CAC 40, le Mhm. reste c'est au SBF 120. Donc c'est vraiment une unicité de grands groupes de Mhm. taille. Mhm. Ce qui veut donc dire, et on y reviendra peut-être, que c'est des entreprises qui travaillent et qui font leur chiffre d'affaires sur le monde entier, donc qui ont Mhm. une empreinte internationale. Effectivement, c'est un élément important. Comment vous les aidez? C'est par un travail de réflexion, des contenus, des commissions qui les alimentent en fait en information? C'est effectivement un lieu qui se veut un lieu d'échange entre grandes entreprises où Mhm. elles échangent sur ce qu'elles font, donc échangent entre pairs sur les bonnes pratiques, D'accord. sur les choses qu'elles ont enclenchées transformationnelles dans Mhm. leurs entreprises et qui marchent. C'est aussi un lieu où on peut échanger sur des choses qui ont moins bien marché, et donc on apprend aussi beaucoup de ses pairs quand il Mhm. y a des choses qui ont moins bien fonctionné. Donc vraiment un lieu d'apprentissage collectif sur les enjeux de la transition écologique. C'est aussi un lieu de travail dans lequel nous, associations, on les alimente sur les sujets émergents du moment, en lien évidemment avec la transition écologique. Et donc, on travaille à la fois sur des dynamiques sectorielles vraiment en lien avec l'environnement, donc le climat, le carbone, la biodiversité, l'eau, la santé environnementale. Donc tout ça, dans ces groupes de travail-là, on travaille avec les directions développement durable de ces grands groupes. Mais ça veut dire que vous avez la capacité, par justement vos actions, ces rendez-vous, de faire évoluer les décisions stratégiques, les choix stratégiques de ces grands groupes? Et la Notamment, partie... notamment pardon de vous interrompre, moi je suis toujours frappé par les bonnes pratiques, c'est-à-dire de se dire, ok, j'ai tel chef d'entreprise ou tel directeur ou directrice développement durable qui me dit, bah tiens, ça marche, ça accélère la prise de décision. Une particularité d'EPE, Mhm. c'est que c'est une association qui a aussi pour vocation d'impliquer les dirigeants de ces D'accord. grandes entreprises, à la fois parce que certains sont impliqués dans la gouvernance Ouais. de l'association, et donc ça veut dire quelque chose quand même, Mhm. quand un dirigeant s'implique dans la gouvernance d'une association qui s'appelle Entreprise pour l'environnement. Et effectivement, ça peut donner lieu à des sources d'inspiration qui parfois se concrétisent vraiment dans la vraie vie. Je vous prends un exemple très Ouais. pratico-pratique voilà, sur lequel on travaille en ce moment. C'est l'exemple des vêtements professionnels de travail en lin. Donc, Mhm. dans les grandes entreprises ont toutes des vêtements de travail Ouais. professionnels qui, en général, sont en coton. Mhm. Le coton, c'est une culture qui est irriguée, donc qui consomme beaucoup d'eau, Mhm. qui traverse le monde entier Mhm. dans des grands bateaux ou sur des routes, et qu'on ne produit pas en France. Il y a certains de nos membres, je pense à la SNCF ou à EDF, qui se sont inspirés les unes des autres pour travailler sur la mise en place d'une filière de vêtements professionnels en lin, fait en France, avec une culture, comme le lin, qui n'est pas irriguée. Mhm. Voilà, ça c'est un exemple très concret, Très très bon vertueux, exemple de et qui partage de peut bonnes inspirer pratiques. J'espère, voilà. finalement tous les Et groupes qui ont absolument. des vêtements d'entreprise. Alors la raison d'être de l'association d'entreprise pour l'environnement, c'est une seule planète et un monde prospère. Le mot prospère, c'est une façon de dire on n'est pas là pour, on n'est pas non plus là pour la décroissance. Le monde prospère, c'est une façon de dire que les transformations profondes auxquelles Mhm. travaillent les entreprises, ça reste pour proposer une vie meilleure. Voilà, c'est aussi de se dire, les entreprises, elles peuvent être source de solutions, de transformations positives, et donc c'est aussi cette promesse de prospérité, plus pour nous les humains, de se dire, voilà, la promesse, c'est pas je fais face aux crises et donc je suis dans le réactif et dans Ouais. le renoncement et je propose que du négatif, mais je réfléchis à rendre la vie meilleure. C'est aussi ça s'applique aussi à toute la réflexion que peuvent avoir les pouvoirs publics. Oui, évidemment, avec aussi cette idée d'une santé
commune globale, le One Health Summit qui se tient début avril à Lyon. C'est un peu ça l'idée, la santé humaine, la santé de la planète et aussi, d'une certaine façon, la santé des entreprises. Tout est lié. Vous travaillez sur la préparation de ce sommet pour y faire quoi? Pourquoi il vous semble important? Alors c'est important qu'on parle aujourd'hui du One Health Summit, donc le concept d'une seule santé, Ouais. qui est un concept qui est assez partagé et compris au niveau justement des pouvoirs publics. Voilà, une santé, donc humaine, animale et végétale. Et finalement, c'est un concept qui peut paraître un peu éloigné du fonctionnement d'une entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise peut avoir à faire avec ce concept d'une seule santé? Et en fait, la réalité, c'est que les entreprises se saisissent de ce concept-là quand elles se mettent à réfléchir la transition écologique en des termes de transition intégrée. C'est-à-dire ce que je fais, par exemple, pour diminuer mon empreinte carbone, il faut que je le réfléchisse en me disant, il ne faut pas que ça aille augmenter mon impact négatif sur la biodiversité, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Ou alors, utiliser plus d'eau et donc augmenter mon impact négatif sur l'eau. Donc, je réfléchis de façon intégrée pour prendre en compte tous les enjeux de la transition écologique. Et donc, dans le cadre de ce congrès One Health, qui est organisé par la France, dont la France a la présidence en avril, et il nous semble important et intéressant de montrer aussi de quelle façon les entreprises peuvent contribuer sur ce sujet d'une seule santé. Je voudrais qu'on parle un peu de ce contexte, effectivement, géopolitique et économique. On reviendra au backlash dans un instant, mais il y a d'abord ce contexte géopolitique est-ce qu'il faut employer le terme choc pétrolier? Il y a eu tout un débat cette semaine autour des propos du ministre de l'économie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un risque de ralentissement de l'économie. Est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle ou est-ce que ça peut aussi être un accélérateur de changement, une crise comme celle qu'on est en train de vivre, une crise énergétique? C'est vrai qu'on vit sans doute un moment de bascule, alors là, qui se concrétise vraiment très fort ces jours-ci avec le blocage du détroit d'Ormuz, mais qui est en réalité enclenché depuis quelques mois, je dirais peut-être depuis l'élection de Donald Trump, pour trouver une date de début à cette bascule. Depuis 2015, depuis l'accord de Paris, les entreprises, elles sont engagées dans la transition écologique pour des questions climatiques. Depuis peu, le contexte géopolitique qui s'impose fait que pour beaucoup d'entreprises, on s'engage dans la transition écologique aussi pour des questions de souveraineté, c'est-à-dire je dépends d'une énergie carbonée qui ne passe plus par le détroit d'Ormuz, donc je suis obligée de décarboner mon entreprise, mes usines, donc aller vers de l'électrification propre. Donc, alors chez nous en France, quand on électrifie, on a de la chance. On a de la chance. C'est une électricité décarbonée, mais ça passe aussi par des énergies renouvelables. C'est une des questions de compétitivité. Quand je dépends, par exemple, de plastique, parce qu'on parle beaucoup du pétrole, il y a aussi beaucoup de produits chimiques qui sont bloqués par le détroit d'Ormuz. Donc, je pense au plastique, je pense à tout ce qui permet de fabriquer les engrais. Évidemment, ça accélère des changements qui sont rendus nécessaires par ces questions aussi de compétitivité, puisque les prix explosent. Et pour vous prendre l'exemple du plastique, très concrètement, ça veut dire est-ce qu'il faut que j'accélère sur le recyclage du plastique? Parce qu'on voit bien que il y a parfois des événements géopolitiques qui bloquent complètement les process. Et donc vous, alors c'est sûrement trop tôt pour le dire, mais on peut prendre alors là on a le recul, on peut prendre la crise provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a déjà provoqué une crise inflationniste, une crise sur l'énergie. L'accélérateur de changement, vous l'avez vu à l'œuvre dans les grandes entreprises que vous représentez à ce moment-là? Ce qui a été très notable au moment de la crise ukrainienne, c'est qu'effectivement, là, pour des questions vraiment de coûts, tout ce qui a été engagé sur les travaux d'efficacité énergétique, c'est-à-dire je consomme moins d'énergie parce que ma facture explose, ont été extrêmement mis en avant et développés plus vite de ce fait-là, parce qu'on va chercher les fuites de chaleur, les fuites les inefficacités dans le fonctionnement des usines, et ça a un effet vertueux sur le climat immédiat et sur la facture d'électricité immédiatement aussi.
Je vais vous citer pour parler du backlash. La majorité silencieuse n'est pas du tout dans le backlash. Nos membres, qui représentent les plus grandes entreprises françaises, sont même plutôt moteurs. Important de réenchanter le récit, ça on pourra en parler, pour montrer le rôle positif des entreprises dans la transition écologique. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Le rôle des entreprises pour trouver de nouveaux récits et sortir du tout anxiogène, on va dire, c'est assez évident. Mais quand même, ce retour de bâton, ce backlash, il est réel. Par exemple, pour les grands groupes qui travaillent aux États-Unis, comment ils font aujourd'hui ? C'est pas forcément ce que je constate. Ouais. En réalité, alors c'est vrai que les membres d'EPE sont des très grands groupes. Donc, quand on engage une transformation dans un très grand groupe, on engage du coup des investissements, on engage des équipes. Et en fait, on change pas de cap tous les 6 mois parce qu'il y a une déclaration politique qui viendrait amoindrir. Donc, nous, ce qu'on constate, c'est que les transformations qui sont engagées, elles sont poursuivies, que les investissements, ils continuent de se faire, qu'il y a 70% des entreprises qui déclarent vouloir poursuivre et augmenter leurs investissements dans la transition écologique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles gomment certains mots de leur communication ? Donc ce backlash, aux effectivement, États-Unis il peut se caractériser de façon effectivement très, très concrète sur les entreprises qui travaillent aux États-Unis par une modification très profonde de leur vocabulaire. Donc voilà, il y a des mots bannis, des mots comme climat. Voilà, tout simplement, on ne parle pas de climat, on ne parle pas de changement climatique. Donc, on remplace par des mots qui passent les fourches codines de l'administration. Mais néanmoins, les changements. Ça ne veut pas dire qu'il y a un changement de faire. politique, il n'y a pas un changement de stratégie. C'est plus quoi, une espèce de cosmétique sémantique. Il y a une cosmétique sémantique et il n'y a pas de changement stratégique majeur. Pour les raisons qu'on vient d'évoquer, de souveraineté et de compétitivité, mais aussi pour des raisons, je dirais, très concrètes de sécurité physique. Parce qu'en fait, le changement climatique dont on parle tant, vous et moi, mais c'est pareil pour les entreprises, elles en voient les effets en réalité dès aujourd'hui. Quand on parle d'inondations, quand on parle de sécheresse, bien sûr. Quand on parle de tempêtes, ça veut dire des usines qui se ferment, ça veut dire des gens qui ne peuvent plus aller au travail. Et donc tout ça fait que ce changement climatique s'imposant, les stratégies des entreprises pour s'adapter, cette fois-ci, au changement climatique, elles sont également en cours. Oui, mais on est dans une concurrence entre continents. Et donc, dans le même moment, l'Europe, elle freine aussi sur ses ambitions environnementales. Le Green Deal, le pacte vert, il est un peu détricoté sur un certain nombre d'enjeux, d'ambitions. Est-ce que ce n'était pas justement le meilleur moment pour afficher plus d'ambitions environnementales ? L'Europe, avec la CSRD, puisque c'est un peu de ça dont on parle là, ça c'est le bilan extra-financier. Pas seulement, il y a aussi, pardon de vous interrompre, mais il y a aussi par exemple l'objectif 2035 sur la fin des ventes de véhicules thermiques. C'est aussi un vrai coup de frein. Et l'ambition de l'Europe, ça a été quand même longtemps d'avoir ce coup d'avance. Oui. Et d'être moteur. Oui. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la Chine se met à faire quelque chose qui ressemble de très près à la CSRD européenne, finalement, et que donc, quand même, ce rôle moteur sur des ambitions mondiales à la hauteur des enjeux, il peut être réel, et évidemment qu'il faut pousser en ce sens, puisqu'on voit bien que ça peut emporter ses effets. Et je dirais par ailleurs que la Chine est aujourd'hui le leader mondial en termes de transformation écologique de son économie et de ses entreprises, et de très loin sur certains aspects. Quand on parle du photovoltaïque, quand on parle de la voiture électrique, justement, la production des batteries. Et donc, nécessairement, ça doit nous interpeller. Ça doit nous questionner. Alors, on va consacrer un chapitre important aux questions de l'eau, aux enjeux hydriques. En quoi ça devient vraiment une question stratégique pour les entreprises que vous représentez, pour la continuité de leurs activités ? Les sécheresses de 2022 et 2023 en France, qui ont conduit à des arrêtés préfectoraux, des arrêtés sécheresse, donc ça veut dire... j'arrête certaines activités qui consomment de l'eau parce que j'en ai pas assez pour tous les usages, ont été pour beaucoup un déclencheur quand même d'une réalité hydrique qui n'était pas forcément complètement touchée du doigt dans nos géographies tempérées. Mais c'est vrai qu'on a eu des arrêtés sécheresse, y compris en Normandie quand même. Donc, voilà, c'est des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir nous arriver, en tout cas pas si vite.
Et pour beaucoup d'entreprises qui dépendent de l'eau pour leur process industriel, pour leur capacité de fabrication et de production, ou par exemple pour une centrale nucléaire pour refroidir ces réacteurs nucléaires, c'est nécessairement un enjeu qui est aujourd'hui nécessaire à prendre en compte. Et finalement, la question que doivent se poser les entreprises et qu'elles se posent, c'est pas combien aujourd'hui me coûte mon mètre cube d'eau que j'ai, c'est combien va me coûter le mètre cube d'eau que je n'aurai pas. Donc le jour où je n'ai pas ce mètre cube d'eau qui me manque, quel coût ça a pour mon entreprise? Et ça peut vouloir dire pour certaines entreprises éteindre une usine. Éteindre une usine, vous imaginez toutes les conséquences que ça a, ne serait-ce que pour la rallumer en termes de consommation justement énergétique, mais d'arrêt tout simplement de l'activité de l'entreprise. Donc cette question de l'eau, elle est très prégnante de ce point de vue-là pour les entreprises. Il y a aussi des questions de qualité de l'eau qui sont aussi avec des enjeux quelles solutions qui sont déjà enclenchées ou sur lesquelles vous réfléchissez? Il y a des solutions technologiques qui sont déjà existantes ou à l'étude de sobriété d'utilisation de l'eau. Je pense notamment à des solutions de réutilisation en circuit fermé de l'eau dont l'entreprise, dont l'usine a besoin. Ça, c'est des innovations technologiques. S'inspirer de ce que font nos voisins des pays du sud de l'Europe, notamment. Absolument, l'Espagne étant déjà confrontée à une crise majeure hydrique, qui sont effectivement très avancés sur ces technologies-là. Et on a en France, par ailleurs, des champions de l'eau qui ont des tas de solutions technologiques à apporter. Et il y a aussi une réflexion à avoir sur comment je finance ces transformations-là, donc toute une réflexion intéressante et importante que mène le secteur bancaire en France. Alors, il y a une tradition dans cette émission, l'invité du Grand Entretien pose une question à celui ou celle qui va lui succéder. La semaine dernière, c'était Véronique Faujour, qui est la secrétaire générale de Crédit Agricole SA. Elle est également déléguée générale de la fondation Grameen Crédit Agricole. On l'écoute. Bonjour Cécile, j'ai une question à te poser. Pourquoi est-il important d'intégrer la dimension sociale dans la transition écologique ? Merci pour cette question fondamentale qui est au cœur des enjeux et de la réussite d'un projet de société qui fonctionne. La transition écologique est un facteur d'exclusion supplémentaire. Et ça, c'est important de le dire, de s'en rendre compte. C'est plus difficile de passer d'une voiture diesel à une voiture électrique quand on est dans une situation d'exclusion de la société. C'est plus difficile de manger bio, c'est plus difficile d'isoler son logement et de ne pas subir les fortes chaleurs. Donc la dimension sociale et la notion de transition juste, elle est fondamentale pour que ce projet de société il puisse avancer. Les entreprises, elles ont un rôle dans cette transition juste. C'est évidemment un rôle partagé avec les pouvoirs publics, c'est indéniable. C'est peut-être d'abord les pouvoirs publics au niveau français et européen d'ailleurs qui ont tardé, je ne dis pas qu'ils ne le font pas, tardé à intégrer cette dimension sociale aux enjeux environnementaux. C'est indéniablement eux qui peuvent donner des impulsions très fortes. Néanmoins, les entreprises, elles ont aussi un rôle à jouer parce que déjà une entreprise, c'est des salariés. Alors chez EPE, avec des grandes entreprises, c'est des millions de salariés dans le monde qui sont en fait concernés, chacun à son niveau un acteur de changement potentiel. Qui sont des acteurs de changement ou des acteurs qui subissent le changement. Et donc l'entreprise, elle peut agir vis-à-vis de ses salariés dans la prise en compte du changement climatique, des fortes chaleurs. Par exemple, comment j'adapte les horaires de travail quand il fait très chaud. L'entreprise, elle peut aussi avoir un rôle sur la prise en compte et le développement de nouveaux parcours, de nouveaux métiers. Quand on parle de nature et donc d'espaces verts et de renaturer certaines zones abîmées, il faut des gens qui vont planter des arbres, tailler des haies, enfin tout ça. Donc ça, c'est aussi développer des filières d'insertion professionnelle sur ces secteurs-là de la société. Donc c'est développer l'insertion professionnelle, développer les nouveaux emplois, accompagner les parcours professionnels de ses propres salariés vers les nouveaux emplois. Et puis, c'est aussi être source d'inspiration et de solutions qui soient accessibles à tous dans le cadre de cette transition écologique. Dans la question de Véronique Faujour, sur cette dimension sociale, moi, j'entends aussi
la question de l'acceptabilité de la transition ou de la transformation environnementale. C'est vrai que ça ne se pose pas pour tous les secteurs, mais si je pense évidemment au secteur de l'éolien, c'est une vraie question qui s'est posée, qui se pose encore. Est-ce qu'on n'a pas su trouver les mots, souvent ? Il y a une question de narratif, effectivement. Quelle histoire on raconte pour embarquer tout le monde. C'est fondamental. Il y a eu beaucoup des narratifs par la négative, des narratifs qui peuvent faire peur. Il y a un enjeu important à embarquer sur des narratifs beaucoup plus positifs et des narratifs qui disent on vit un moment de changement, on vit un moment de bascule. Très certainement, on rentre dans une nouvelle ère, finalement. Je ne sais pas comment elle s'appellera. Et cette nouvelle ère, elle peut être aussi la promesse, encore une fois, d'une vie meilleure, d'une vie avec moins de pollution de l'air, plus de nature. C'est des promesses qui peuvent aussi embarquer beaucoup plus largement. Cette question du narratif, elle est très importante à l'échelle des entreprises pour embarquer toute leur chaîne de valeur, c'est-à-dire leurs fournisseurs, leurs clients, évidemment leurs salariés, et puis aussi les dirigeants. Mais parfois, elles hésitent à communiquer sur ce qu'elles font bien, parce qu'elles ont peur d'être attaquées. On ne peut pas tout faire bien quand on engage une transformation environnementale ou sociétale. Il y a effectivement cette réticence parfois à parler des mutations positives ou des externalités positives d'une entreprise. Oui, et pourquoi ? C'est vrai que l'entreprise, elle est très concentrée pour diminuer ses impacts négatifs. Diminuer son impact carbone, diminuer son impact sur la biodiversité, consommer moins d'eau. Donc tout ça, c'est évidemment fondamental. Et elles sont engagées à le faire. Elles prennent des engagements publics pour le faire. Mais elles ont peur d'être attaquées sur ce qu'elles n'ont pas encore fait si elles communiquent, c'est ça ? Et c'est vrai qu'en parallèle de ces actions-là, elles engagent évidemment des transformations qui contribuent positivement à la transition écologique. Il peut y avoir des éléments régénératifs même. Des éléments régénératifs, absolument. Ouais. Ou c'est vrai, pour prendre l'exemple du train, par exemple, une nouvelle ligne de train, ça contribue quand même à l'impact négatif carbone de l'entreprise, puisque pour construire une ligne de train, on va avoir besoin d'acier, on va couper des forêts en deux, en tout cas, donc ça va perturber les corridors des animaux qui vivent dans cette forêt, ça va détruire de la faune et de la flore, voilà. Ça a des impacts négatifs. Donc qui sont publics et qui sont mesurés, et c'est très bien. Mais c'est vrai qu'on peut aussi réfléchir en se disant, mais cette ligne de train, notamment par exemple pour prendre l'exemple du fret, combien de camions en moins sur les routes, la réalité c'est que c'est 50 fois moins d'impact carbone qu'un camion sur une route, de le mettre sur un train. 50 fois moins, c'est pas 2 fois moins. C'est de 50 tonnes, je passe à 1 tonne. Donc ça, c'est évidemment une contribution positive quelque part. Donc comment on peut en parler, comment on peut la mesurer, ce sont des sujets importants et intéressants à traiter, notamment en collectif avec les entreprises. D'ailleurs, vous travaillez là-dessus, vous avez dirigé une enquête qui révèle comment les entreprises pilotent leurs impacts environnementaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut construire des outils justement pour évaluer cet impact et pouvoir en parler, pouvoir communiquer après ? Ce qui est intéressant à ce stade, c'est effectivement de comprendre comment les entreprises mesurent cet impact positif pour celles qui le mesurent, comment elles mesurent cette contribution positive, qu'est-ce qu'elles en font. Alors, est-ce qu'elles la communiquent à leurs financeurs ? Parce que c'est aussi une façon intéressante de regarder le sujet, c'est de voir comment les banques, les assurances peuvent être intéressées et se mobiliser sur cette question de la contribution positive, de ce qu'elles vont financer. Et donc la EPE engage effectivement tout un cycle de travail sur ce sujet-là. Ouais. Il nous reste 2 minutes 30, on va terminer par un thème important qui est l'intelligence artificielle. J'imagine que vous y réfléchissez aussi au sein de votre association. Est-ce qu'il y a une réflexion sur l'IA, alors je vais dire frugale par exemple, ou en tout cas un moyen, un levier pour réduire son impact. Parce qu'aujourd'hui, il y a une course mondiale
Peut-être que cette question-là, on ne se la pose pas suffisamment. Et cette question-là, elle est centrale parce qu'en fait, la question de l'IA, ça a presque pris le pas sur toutes les autres questions. Parce que ça va très vite, parce que les enjeux sont énormes pour les entreprises de mettre en place au bon moment et aux bons endroits les bonnes technologies d'IA. Et c'est vrai que l'IA peut être extrêmement positive pour la transformation écologique parce qu'elle peut amener énormément de solutions. Je pense par exemple à la détection des fuites d'eau sur un réseau d'eau que l'IA permet de faire de façon incroyablement efficace. Mais elle a des impacts qui sont aussi extrêmement négatifs et je pense à la consommation d'énergie qui est très importante pour les data centers. Je pense à l'impact foncier parce qu'il faut mettre ces data centers sur du foncier. Et je pense à la consommation en eau, on y revient, mais pour refroidir ces systèmes-là, il faut beaucoup d'eau. Et donc la réflexion autour des impacts de l'IA, elle est centrale et elle est effectivement prise en compte par les entreprises qui s'y mettent, avec toute la difficulté aussi de bien mesurer ces impacts, d'accès à la donnée de l'impact de l'IA aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut le faire tout seul? Vous voyez ce que je veux dire? Un chef d'entreprise qui décide de parier sur une IA frugale, où est-ce qu'il la trouve? Oui, c'est pas si simple, quoi. S'il n'y a pas un mouvement à minima français ou européen, est-ce qu'on peut y arriver? C'est un sujet compliqué, c'est intéressant de le traiter en collectif, c'est aussi pour ça qu'on en parle chez EPE, parce que on rassemble 61 membres et ça permet de réfléchir de concert, parce que c'est un sujet qui touche les entreprises, mais qui va marcher sur trois. C'est comme un tabouret, il faut trois pieds. L'entreprise, oui, les pouvoirs publics et aussi les citoyens consommateurs. Se poser la question de est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser l'IA pour cette tâche particulière. Merci beaucoup Cécile de Normandie, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.